Dans le cadre de Vinapogée 2022, nous vous présentons un atelier intitulé « La bulle et le cerveau ». Dialogue et regard croisés du vigneron et du biologiste, Charles Philippona de la maison de champagne éponyme nous invite à découvrir des vins de champagne à maturité. Gabriel Lepouzet est agrégé de biologie, docteur en neurosciences, chercheur dans l'unité perception et mémoire de l'Institut Pasteur. Merci d'être là, on est ravis de vous recevoir pour cette première conférence de ce salon Vinapogée tant attendu. Je suis Gabriel Lepouzet, chercheur en neurosciences et je travaille sur le fonctionnement du cerveau et je vais travailler aujourd'hui en travaux pratiques avec Charles Philippona de la maison Philippona. On va essayer de confronter nos deux expertises respectives, à la fois sur le fonctionnement du cerveau et sur l'art de faire des grands champagnes. Et je vais laisser tout de suite la parole à Charles parce que c'est une maison très ancienne qu'on va goûter aujourd'hui, qui travaille la vigne et la terre depuis 1522, donc ça fera cette année 500 ans. Donc devant vous, il y a 500 ans qui vous contemplent de travailler dans la vigne. Je vais baisser un peu le masque pour pouvoir parler. Voilà, 500 ans de dégénération neurologique et de consanguinité locale avec toutes les petites familles de la Champagne, les Gosset, les Roger, de Paul Roger, tout ce que vous voudrez. Mais c'est vrai, ma famille est installée à Ailly en Champagne et depuis un siècle maintenant à Mareuil-sur-Ailly, juste à côté, depuis 1522, où mon ancêtre, qui s'appelait Avril, possédait déjà des vignobles à Ailly. Et même, on l'a redécouvert plus récemment à Mareuil-sur-Ailly, encore un tout petit peu avant, en 1515. Mais 1515, c'était Marignan, donc on préfère 1522. C'est la date qu'on a retenue pour symboliser le début de cette tradition. On voulait vous montrer quelques images, juste pour vous mettre dans l'ambiance Philippona. On voit un peu de vigne, on voit un petit peu du Clos des Goisses, on voit quelques vieux papiers ici qui nous rappellent cet anniversaire. On voit le fameux Clos des Goisses, un des vignobles les plus emblématiques de la Champagne, que nous avons la chance de posséder depuis 1935. C'est beaucoup plus récent. Là, vous voyez, le premier cheval à gauche, c'est Princesse. Il y a une petite musique, normalement, on ne l'entend pas, mais... Voilà. Donc on est dans un endroit ici, comme dans beaucoup d'autres en Champagne, dans le cœur de la Champagne en tout cas, là où sont les coteaux classés par l'UNESCO, où il y a des vignes depuis plus de 500 ans. On estime que le vignoble, en termes de production commercialisable, date du XVe siècle en Champagne. C'est plus ou moins la même époque que celle du développement des grands vignobles bourguignons après la période purement monastique. Nos caves, qui sont les anciennes caves du château de Mareuil, qui elles sont du XVIIIe siècle. Et nous cultivons, on le voit sur les images, essentiellement du pinot noir. La majorité de nos cuvées sont en totalité parfois ou en majorité de pinot noir, même si aujourd'hui on va faire deux comparaisons. Et la deuxième comparaison sera une comparaison de deux cépages dans le même millésime. Un chardonnay pur, un blanc de blanc et un blanc de noir en pur pinot noir. On mange à la main toujours en Champagne. Vous voyez, il y a toujours un bosquet bleu, il y a toujours un temps magnifique, même en hiver. Le chef de cave, Pierre Garnier. Je fais beaucoup de soucis pour ce curé, il en a perdu beaucoup ses cheveux. Les vieux millésimes, ça nous connaît. On fait des Clos des Goisses tous les ans, donc on garde une petite tonothèque de chaque millésime du Clos des Goisses. En tout cas, depuis la guerre,
Avant la guerre, c'était un petit peu plus, ça a été un petit peu plus hasardeux et on faisait moins de collections qu'on en fait aujourd'hui. Mais on a aujourd'hui en cave des dizaines et des dizaines de millésimes historiques auxquels on aime revenir de temps en temps. Voilà, pour vous mettre dans l'ambiance. Maintenant, on va parler de nos cerveaux. Pour ceux qui ont le temps. Voilà, donc nous allons faire, et puis je vais laisser la parole à Gabriel, deux comparaisons. La première comparaison, c'est une comparaison de l'effervescence. Et donc nous avons choisi un millésime jaune en magnum, encore normalement plein de bulles, et puis un millésime plus ancien et dégorgé à l'époque de sa commercialisation initiale, dont l'effervescence a normalement baissé. Donc ça va nous permettre, en faisant peut-être quand même un petit peu abstraction de l'aspect aromatique, de comparer l'effet de l'effervescence. Mais c'est Gabriel qui va nous en dire plus sur ce sujet. Et puis moi, peut-être que je vous donnerai aussi mon sentiment une fois qu'il aura parlé. Alors, encore un peu d'attente. On vient de vous servir les vins, vous les avez contemplés avec l'œil, vous les avez peut-être aussi contemplés avec les oreilles. L'art de la dégustation, vous le savez, c'est vraiment un art multisensoriel, puisqu'on va utiliser vraiment nos 5 sens dans le cas du champagne. Et dans le cas du champagne, c'est vraiment unique, parce que vous allez regarder ce champagne, vous allez regarder en particulier ces bulles, et cette effervescence qui vous parle déjà à l'œil, qui dynamise l'objet. L'objet devient vivant parce qu'il bouge. On va le sentir en orthonasal, en rétronasal, vous allez le goûter, vous allez goûter toutes ces saveurs. Vous allez aussi toucher avec votre bouche toute justement la pression qui est incarné par les bulles du point de vue de la vibration, du point de vue de la pression qui est en bouche. Et puis aussi, bizarrement et curieusement, un sens qu'on n'utilise pas en dégustation, c'est le sens de l'ouïe. Vous allez me dire, on écoute rarement son vin. Et pourtant, l'ouïe, je peux vous dire qu'on peut aussi utiliser l'ouïe pour savoir qu'est-ce qu'on goûte, et en particulier capter quelques informations liées à l'effervescence. Et pourquoi l'effervescence est assez fascinante du point de vue neurosensoriel, c'est qu'une petite molécule toute bête de dioxyde de carbone, CO2, dont on parle plus pour le réchauffement climatique que pour le champagne, c'est bien dommage. Cette petite molécule toute seule, quand on l'ajoute dans un vin, elle va parler justement à nos 5 sens. Elle va être capable d'agir sur notre sens tactile, de communiquer cet aspect vibratoire dû au crépitement des bulles. On va parler aussi d'acidité, parce que le CO2, vous avez peut-être fait cette expérience quand vous goûtez une eau plate ou une eau pétillante. L'eau pétillante a toujours ce côté un petit peu plus rafraîchissant. On a tendance, quand il fait très chaud, de prendre plutôt une eau pétillante parce que ça rafraîchit davantage. Le CO2, en fait, vous allez voir, on va comprendre ça ensemble, a aussi une capacité de stimuler un peu notre sens de l'acidité. Et donc, quelque chose qui contient du CO2 a une dimension acide un petit peu plus forte qu'une eau plate, par exemple. Et puis le CO2, c'est aussi un objet qui est piquant, irritant. Cette molécule de CO2 active le même récepteur qui détecte la moutarde. Faites l'expérience peut-être dans une flûte, vous remplissez une flûte de champagne, vous mettez tout de suite cette flûte tout juste versée devant votre nez, vous respirez très fort, vous allez voir que ça pique le nez, comme si vous aviez mis votre nez dans un pot de moutarde, parce que le CO2 est un agent qui peut être irritant à forte concentration. Et puis, on l'a dit, ça stimule aussi notre système visuel, et le fait de regarder les bulles, c'est toujours passionnant. Et puis, vous verrez aussi que indirectement, le CO2 stimule notre système olfactif, car à chaque fois que j'ai une bulle qui éclate à la surface du verre, cet éclatement de la bulle crée des micro-aérosols qui fait un effet brumisateur qui envoie et propulse encore plus d'arômes que si c'était un vin tranquille. Donc le CO2 est quelque chose qui déploie un champ sensoriel qui est assez unique. On va faire une petite expérience par exemple, juste pour voir si votre oreille est capable de déguster différentes boissons avec différents types de pression, différents types de bulles. Je vais vous faire écouter 2 sons qui sont disposés l'un après l'autre. Je vais vous poser une question toute simple. Est-ce que vous êtes capable de discriminer ces 2 sons et de me dire lequel de ces boissons est un soda, par exemple, et lequel de ces boissons est un champagne? Est-ce que juste avec l'oreille, vous êtes capable de faire la différence? Alors, je vais mettre mon micro sur mon ordinateur. On va écouter ça. Donc, première boisson, vous écoutez bien. Deuxième boisson, vous écoutez bien. Et vous me dites où est le champagne. Est-ce que c'est la première ou le deuxième son? Vous avez bien entendu? Ouais. Deuxième. Donc 2 types d'effervescence, avec des sons de bulles qui sont différentes.
des épaisseurs de mousse qui sont différentes. On diagnostique déjà s'il y en a un qui a des grosses bulles ou des petites bulles. Pour vous, où est le champagne dans ces deux verres? Est-ce que c'est le verre numéro 1 ou le verre numéro 2? Le verre numéro 2. Le verre numéro 2, on sent qu'il y a une épaisseur de mousse et une pression qui est un petit peu différente. On voit que les bulles sont beaucoup plus petites, qu'elles se maintiennent un petit peu plus. Le cas de la bière, je ne l'ai pas mis parce que c'est un cas ultime où les bulles sont maintenues en place parce que dans la bière, il y a beaucoup plus de protéines dans la bière par rapport à un champagne ou un soda qui maintient et crée cette mousse. La différence entre une bière et un champagne, ici, on veut que les bulles restent dans le liquide. Ici, on veut que les bulles fassent de la mousse. C'est deux orientations différentes, deux principes de réflexion différents. Donc quand on entend une bulle, que vous voyez ou non, vous êtes déjà en train de diagnostiquer une idée de la pression, peut-être une idée justement du millésime, une idée de la pression en barre qui est dans la bouteille. Alors le toucher de la bulle, quand elle crépite dans votre bouche, elle va stimuler en particulier pas mal de capteurs du toucher qui sont des capteurs qui sont capables de sentir tout ce qui est pression, vibration, déformation, vélocité. Et celui qui nous intéresse le plus, c'est le capteur de la vibration. Quand une bulle va crépiter à votre surface, on sent quelque chose qui vibre. Et en fonction de la pression qu'il va y avoir et de la matière, de la matrice qu'il y a autour, cette vibration va être plus ou moins différente. L'impression d'avoir une fine bulle ou une grosse bulle, c'est justement votre sens du toucher qui travaille. Et on a un sens du toucher qui est extrêmement sensible. Dans notre cerveau, figurez-vous que l'ensemble de notre corps est représenté à la surface de notre cerveau dans une petite région ici qui s'appelle le cortex somatosensoriel. Et chaque partie du corps active une région particulière du cerveau. Quand je touche mes orteils, ça s'active ici. Quand je touche mon nez, ça s'active là. Et ces zones sont proportionnelles à la densité de capteurs du toucher qui sont présents dans ces différentes parties du corps. Vous voyez que la main a une zone d'activation qui est beaucoup plus grande que mon pied, parce qu'elle est beaucoup plus riche en capteurs tactiles dans la main. Mais regardez ce qui se passe. Si je cumule la surface des lèvres, de la bouche, de la langue et du pharynx, j'ai à peu près 20% de mon sens du toucher qui est concentré uniquement dans ce petit appareil qui est ici. Donc votre organe le plus sensible en termes de toucher, c'est votre bouche. Il faut l'utiliser, il faut focaliser là-dessus, et il faut essayer de trouver des mots d'ailleurs, des vocables, pour essayer de parler de toutes ces sensations tactiles qui naissent en bouche. Alors le sens tactile, j'ai parlé de la vibration en particulier. Pour vous rendre compte du sens de la vibration, vous savez que quand on touche un objet, par exemple je touche ma veste ici, si je touche un objet, souvent je bouge avec ma main. Ou si je touche un tissu, je vais toucher entre mon pouce et mon index, je vais bouger aussi entre mon pouce et mon index. Cette action de bouger, c'est vachement important dans le sens du toucher, parce que chaque fois que je bouge, je rentre en interaction avec le sens tactile. Donc n'hésitez pas à bouger, à faire bouger le vin en bouche, à bouger votre langue sur votre palais pour bien sentir justement le sens du toucher du vin. C'est vrai pour la bulle, c'est vrai pour les tanins aussi par exemple. Et c'est assez curieux, dans la nature, l'homme a trouvé un composé assez rigolo qui peut donner l'illusion de la vibration. Je parle d'illusion parce que quand vous avez dans votre bouche, vous avez des capteurs du froid et du chaud par exemple, et vous savez que le piment, ça chauffe, ça donne l'illusion du chaud alors que c'est pas chaud. Le menthol de votre dentifrice par exemple, ça refroidit la bouche, mais c'est pas froid. Votre dentifrice, c'est pas froid. Et bien dans la nature, l'homme a trouvé un poivre qu'on appelle le poivre du Sichuan. Si vous achetez ce poivre, un poivre de qualité, et vous le prenez, vous allez avoir une impression de vibration. Je vous invite un jour à faire cette expérience. Vous avez l'impression que quand on mâche ce poivre, il y a quelque chose qui vibre, qui pétille, qui donne l'impression d'avoir des bulles dans la bouche. Et on sait aujourd'hui que cette vibration-là, elle active un capteur qui est sensible uniquement aux 50 Hz. Donc quand vous goûtez ce poivre-là, vous êtes votre capteur de 50 Hz qui se réveille. Vous n'avez pas mis la langue dans la prise, ça n'a rien à voir. Vous avez vraiment un capteur qui est dédié à cette bande de fréquence. Donc on a un sens du toucher très sensible. Je parle un petit peu aussi des saveurs. Vous savez que tout ça, ça se passe sur la langue, grâce à nos petites papilles qui sont nombreuses à l'avant de la langue, mais aussi très grosses à l'arrière de la langue. Et ces papilles sont celles qui hébergent nos cellules gustatives, qui détectent nos 5 saveurs, sucré, salé, acide, amer, umami. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, le CO2, même si c'est un gaz, il est capable d'activer aussi notre sens des saveurs, en particulier le sens de l'acidité. Et c'est ce qu'on voit un petit peu dans cette étude-là. On va goûter plusieurs boissons avec du CO2, justement, et on va le goûter à différentes concentrations de CO2, plusieurs niveaux de pression, on pourrait dire. Et là où les chercheurs ont été intelligents, c'est qu'ils ont fait goûter ces boissons-là dans des caissons hyperbares. Si vous buvez une boisson effervescente dans un caisson à une pression de 2 ou 3 atmosphères, la bulle ne se forme pas. Donc vous avez dissocié la formation de la bulle de la dimension gustative du CO2. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on demande aux gens de juger le niveau d'acidité qu'ils ressentent
quand ils goûtent une boisson avec du CO2 à différentes pressions, à différentes concentrations. Et on voit vraiment bien que ce niveau d'acidité, il est vraiment fonction de la concentration de CO2 et pas du niveau de la pression. Conclusion, le CO2 lui-même a vraiment une capacité d'acidifier, en tout cas, notre représentation des saveurs. Et comment ça marche? Et comment on comprend ça? En fait, parmi les cellules gustatives qu'il y a dans votre bouche, il y en a une qui détecte l'acidité. Elle a un capteur dédié à ça. Et à la surface de cette cellule, il y a une petite enzyme qui, dès qu'elle croise une petite molécule de CO2 qui vient se déposer sur la langue, va transformer ça avec de l'eau en un ion qu'on appelle hydrogénocarbonate, peu importe, et un ion H+. Et l'ion H+, c'est justement l'ion acide qu'on va détecter en bouche, qui va activer directement le capteur de l'acide. Et cette anecdote de la création d'un ion acide en présence du CO2, c'est quelque chose que connaissent bien les alpinistes. Pourquoi je vous parle d'alpinistes? Parce que les alpinistes, quand ils vont faire une échappée en très haut, dans des grands sommets, 4000, 5000, 6000 mètres, ils prennent souvent des dopants, on va dire, des composés qui bloquent cette enzyme, ici, pour pouvoir favoriser la dissolution de l'oxygène et pas du CO2. Donc ils favorisent leur dilution du CO2, de l'oxygène, et moins du CO2. Et du coup, souvent les alpinistes rapportent que quand ils sont arrivés en haut du sommet dont ils ont l'objectif, ils ouvrent une bouteille de champagne qu'ils ont ramenée. Alors souvent, ça ne doit pas être des magnums, parce que pour monter là-haut un magnum, il faut avoir du talent physique. Ils ouvrent une petite bouteille de champagne, et là, ils ont ce qu'ils appellent le champagne blues. Ils ont l'impression que le champagne n'a pas de bulle. Il a 0 bulle en altitude. C'est entre autres à cause du fait que, en fait, ils ont neutralisé le fonctionnement de leur enzyme, et du coup, leur impression de bulle, elle est beaucoup plus faible. Et c'est ce qu'on voit ici. Quand je prends un composé là qui bloque la dissolution du CO2 dans mon sang, donc qui favorise celle de l'oxygène, eh bien, malheureusement, je ne peux plus bien profiter des bulles. Donc retenez que le CO2 active votre sens du toucher, active votre sens de l'acidité, active aussi votre sens de tout ce qui est piquant et irritant, en particulier, ça ressemble un petit peu à ce qui est de l'ordre de la moutarde, un petit peu, à forte concentration. Et, on l'a dit, le CO2 peut être un peu acide, et vous savez que l'acidité, elle n'existe jamais seule dans notre environnement, elle est toujours contrebalancée avec d'autres choses, en particulier le sucre, par exemple, dans le champagne. Sucre et acide s'équilibrent. Quand j'ai quelque chose de trop sucré, si je mets un peu d'acide, le sucré diminue. Quand j'ai quelque chose de trop sucré, je mets un peu d'acide, un peu de citron, et le sucré diminue. Et bien, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Chaque fois que je rajoute de l'effervescence dans un vin, j'augmente un peu mon niveau d'acidité, qui déjà est pas mal acide, parce que les vins clairs en Champagne, ils ont déjà un niveau d'acidité fort, et donc je vais contrebalancer ça un peu avec du sucre. Donc ça, en Champagne, il faut toujours garder ça en tête. Chaque fois que je mets une effervescence, je cumule une acidité sur une acidité déjà présente. Et cet effet du CO2 peut aussi justement diminuer notre perception du sucré. Je fais goûter 2 boissons sucrées à concentration égale, il y en a une dans l'eau plate, une dans l'eau pétillante. Et bien, l'eau pétillante, vous allez avoir l'impression que le sucré est plus faible. Parce que le CO2 augmente l'acidité ressentie, et l'acidité diminue le sucré. Donc c'est tout un art, l'art du dosage finalement, parce qu'il faut aller à l'inverse de l'acidité du vin, mais aussi compenser l'acidité de l'effervescence, et c'est vraiment tout un équilibre savant. Donc on voit bien au niveau du cerveau, si on fait goûter une solution sucrée avec ou sans CO2, ben on voit que dans le cerveau, dès que je prenne un peu de CO2, j'ai beaucoup d'inhibition de la perception du sucré. Donc, on va passer aux travaux pratiques. Vous avez compris, le CO2 parle à beaucoup de vos sens. On va essayer de les mettre en avant sur cette dégustation assez fantastique, puisque tu nous as offert ici une comparaison de 2 millésimes qui sont très écartés, mais qui sont aussi vieux que moi, finalement. Voilà, oui, on peut souhaiter un bon anniversaire à Gabriel, parce que c'est son année de naissance. À la vôtre. On est le jour de l'anniversaire. Merci d'être venu à mon anniversaire, c'est très gentil. C'était pendant la vendange? J'ai 21 août, exactement. C'était pas loin de la vendange. Ouais. Je ne me souviens plus exactement de la date de vendange 83. C'était certainement plutôt au mois de septembre. Voilà, donc on a des vins qui sont distants entre eux pour le brut Royal Reserve non millésimé d'un dégorgement très récent, à la fin de 2021, et pour le 1983, je n'ai pas la date de dégorgement exacte, on ne la mettait pas sur les bouteilles à l'époque, mais probablement 6 ans après, donc probablement vers 1989. Voilà, ça c'est le moment où la bouteille a été ouverte, a été mise en présence d'oxygène, a perdu un petit peu de pression avec le dégorgement, a été rebouchée. Donc à ce moment-là, chacun de ces 2 vins
avait initialement environ 6 kg de pression à 15 degrés, après dégorgement un petit peu plus de 5 kg à 15 degrés. Et aujourd'hui, on est probablement sur celui qui est dégorgé, qui est plus jeune, donc sur le brut non millésimé, l'étiquette blanche, le premier vert. Aujourd'hui, on a probablement toujours autour de 5 kg de pression, alors que dans le 1983, on a certainement perdu au moins la moitié de la pression initiale. Ça, c'est quelque chose qui est une constante, qui diminue asymptotiquement, constante en proportion, mais qui peut être différente d'une bouteille à l'autre. On peut avoir une irrégularité d'une bouteille à l'autre, parce que chaque bouteille se comporte comme un contenant individuel. En revanche, chaque bouteille, elle, a la même constante proportionnelle de diminution de la pression, qui finit par approcher zéro au bout d'une quarantaine d'années. C'est ce que j'estime par mon expérience. Les gens me demandent combien de temps on peut conserver du champagne. Et ma réponse, c'est que s'il est bon, et notamment si c'est du Filipona, bien sûr, c'est environ une quarantaine d'années. Au bout d'une quarantaine d'années, c'est un peu la roulette russe. Certaines bouteilles ont conservé une effervescence suffisante pour que l'oxygène n'entre pas trop vite. Et certaines bouteilles, au contraire, l'ont perdu et commencent à avoir un développement trop rapidement oxydatif. Est-ce qu'on dosait les vins de la même manière On a une petite question, oui. Alors, bouteille 1, c'est un non millésimé, mais la cuvée de base, c'est 2017. Donc 2017 avec des vins de réserve, dégorgés en 2021. La proportion de vins de réserve, c'est environ un tiers. Voilà. Mais ça a été tiré, évidemment, en même temps dans la bouteille. Ça a fermenté en même temps. En termes d'âge de la cuvée elle-même, c'est la même chose. Voilà. Et ces vins de réserve sont des vins de réserve qui sont gérés en réserve perpétuelle. J'estime que le vin le plus ancien dans la bouteille, qui tombe en dessous d'une proportion de 1% à 12 ans. En dilution progressive, puisque c'est une réserve perpétuelle qu'on renouvelle chaque année. Alors, tu disais, Gabriel... Le dosage de ces deux vins. Le dosage de ces deux vins... Le dosage du plus récent, donc du verre numéro 1, brut non millésimé, c'est notre dosage brut classique, c'est 8,5 grammes de sucre par litre. Donc c'est un dosage brut très modéré qui vient compenser un petit peu l'acidité, ou l'impression d'acidité, on devrait plutôt dire ça d'ailleurs. Mmh. Et le premier, c'est un dégorgement brut d'époque. Je ne le connais pas précisément, il faudrait le réanalyser pour le savoir, mais j'estime qu'à cette époque-là, on dosait les bruts autour de 13 grammes par litre. Donc on a un dosage qui est un petit peu plus fort. En l'absence d'une évolution microbiologique, ce sont des choses qui ne changent pas. Il y a deux choses qui ne bougent pas dans le vin, ou extrêmement peu avec le temps. C'est d'une part le sucre, en l'absence d'une refermentation, et d'autre part l'acidité, qui n'est pas transformée par l'évolution biochimique naturelle du vin. Là aussi, en l'absence d'une activité biologique, qui pourrait, elle, diminuer l'acidité, comme la fermentation malolactique, par exemple. Il y a autre chose que j'aimerais dire, j'aimerais ajouter peut-être à ce que disait Gabriel, parce que pour nous, c'est intéressant. La perception de l'effervescence dépend beaucoup de la densité, de la structure, de la tension interne dans le vin. On en a beaucoup plus dans la bière, d'où la mousse très, comment est-ce qu'on l'appelle, très dense. Voluptueuse. Très voluptueuse, c'est mieux que dense. Moi, j'aime bien dire aux gens que quand ils boivent de l'eau minérale pétillante, je sais pas, de l'eau de Perrier par exemple, qui semble toujours très effervescente, explosive, presque gênante pour certains, il y a en fait moins de pression dans cette bouteille-là qu'il n'y en a dans une bouteille de champagne. Les gens sont très surpris. Ils pensent qu'il y a beaucoup plus de gaz dans une bouteille de Perrier. Il y en a moins. Alors qu'est-ce qui se passe ? Je pense que Gabriel le sait très bien. Il se passe qu'il y a un effet mécanique qui laisse s'échapper la bulle, le gaz carbonique, beaucoup plus rapidement dans un liquide qui est moins dense, qui est plus pur, qui a moins de tension interne. Alors que dans le champagne, avec notamment
la nature même du vin, mais aussi la présence des lies dans la bouteille, on gagne en épaisseur, on gagne en tension interne, on gagne en protéines, je suppose, qui petit à petit migrent des levures vers le vin et qui donnent cette impression de bulle beaucoup, beaucoup plus souple, même dans des vins assez jeunes. Et ça, c'est une signature aussi de ton travail, le travail des lies, le travail du bois. Oui et non. Il y a des façons de vinifier qui vont favoriser cette augmentation de la teneur en protéines et de la tension interne. Alors ça peut être tout simplement de ne pas filtrer ou de filtrer de façon légère. Ça peut être le travail sous bois, effectivement. Et c'est surtout le temps, en fait. C'est surtout le vieillissement sur les lies de deuxième fermentation en bouteille, notamment dans la longue durée. Parce que dans la longue durée, après 1 an, le phénomène commence, mais il se prolonge sur presque une dizaine d'années, se produit ce qu'on appelle l'autolyse, c'est-à-dire l'autodissolution des levures dans la bouteille. Les levures sont des petits champignons unicellulaires qui ont une pellicule, une enveloppe, qui, une fois que les levures ont terminé leur travail et meurent, éclatent et se désagrègent petit à petit. Ce que contient cette enveloppe de la levure, le cytoplasme de la levure, est libéré dans le vin et apporte des éléments aromatiques qu'on connaît bien, des éléments un petit peu fumés, un petit peu grillés, évidemment un petit peu sous-bois, champignons également. Levurien, on dit parfois même. Levurien, voilà, tout simplement. Et voilà, apporte ces caractères-là et apporte aussi donc, cette matière qui vient enrichir le vin, qui lui donne une texture différente. Puis encore une troisième chose qu'apportent les levures, mais qui a moins à voir avec l'effervescence, encore que ça doit peut-être pouvoir influer sur la perception, c'est que les levures et les lies sont réductives. C'est-à-dire qu'elles réduisent la propension du vin à s'oxyder, à se combiner avec l'oxygène. Et là aussi, je pense que ça a un effet qui est plutôt favorable pour la perception de l'effervescence. Parce que comme le vin va sembler moins lourd que s'il était oxydé, il va sembler aussi plus frais. Je pense que cette perception, à la fois du toucher et de la sensation acide, doit être augmentée. Je ne sais pas, ça reste à vérifier, mais je le suppose. Et puis, il y a un paramètre aussi qui rentre en compte. Les levures sont riches en protéines. Et ces protéines vont faire comme, tu l'as un peu décrit, une espèce comme une matrice supplémentaire plus onctueuse, plus épaisse. On n'est pas dans la bière carrément, mais on est dans quelque chose qui va apporter un élément qui va contraindre la taille de ces bulles-là, la quantité de bulles qu'il va y avoir, la taille des bulles, et la matière qui va se déposer sur votre bouche aussi. Et donc il y a un élément particulier qui est libéré par les lies, et surtout quand on les extrait pendant longtemps, il y a une saveur qui est la saveur umami. Umami, c'est votre capacité dans votre bouche à détecter la présence d'acides aminés, qui sont les briques des protéines. Justement, on retrouve sur les protéines, qui est la source de protéines dans le champagne. On ne rajoute pas des protéines que je sache quand on fait du champagne, c'est les lies qui les apportent. Et cette saveur umami a une capacité aussi de stimuler votre salivation. Pour aider les fermentations, quelquefois, on donne un petit peu à manger aux levures. Et il y a une façon naturelle de le faire d'ailleurs, tout simplement, qui est de réutiliser les lies de vin qui ont déjà été fermentés pour les ajouter dans le vin suivant qui fermente, pour apporter des acides aminés aux levures qui en ont besoin pour bien fonctionner. Alors, si on se focalise sur les deux vins, là, je pense qu'ils sont assez... On a une question. Il y avait une question là-bas, pardon. Tente une réponse d'abord, et ensuite tu nous diras scientifiquement comment ça s'analyse. Bon, je pense qu'en fin de soirée, on ne sent plus rien. Bonne réponse. Plus sérieusement, je pense que l'art de la dégustation, c'est un apprentissage auquel d'ailleurs on peut tous se soumettre bénéfiquement. Il n'y a pas de talent particulier, ni même de prédisposition particulière à avoir, encore que certaines personnes ressentent mieux certaines choses que d'autres, ou à des degrés différents. Mais je pense qu'à force de déguster, on se concentre sur ce qu'on déguste, on augmente
notre faculté d'analyser nos propres sensations et on ressent mieux. Donc on fait plus attention à l'effervescence, on fait plus attention à l'acidité, on fait plus attention à l'amertume, aux différents éléments de la structure du vin. Et on fait également beaucoup plus attention à la qualité aromatique du vin. Et on fait l'effort de décrire la structure du vin, donc plutôt ce qui se passe dans la bouche, les goûts essentiels. Et on fait plus attention aussi à la qualité aromatique du vin. C'est même comme ça qu'on arrive à s'en souvenir. Si vous buvez juste du vin, même en faisant un petit peu attention à ce que vous avez en bouche, en essayant de savoir si vous le trouvez bon ou pas bon, il est probable que d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois, vous l'aurez complètement oublié. Si vous avez fait l'effort de le décrire, vous allez le mémoriser et vous allez pouvoir commencer à le comparer à ce que vous avez vous-même goûté par ailleurs et le comparer, si vous avez développé un langage commun avec d'autres dégustateurs, le comparer à l'expérience des autres dégustateurs également. Et en faisant ça, d'ailleurs, vous apprenez. Vous apprenez de ce que disent les autres et vous construisez justement ce langage commun qui permet ensuite de dialoguer et de parler de la même chose, alors que tout ça, s'agissant de vin, ça n'est jamais que du jus de raisin fermenté. Donc, si on demande à quelqu'un de base qu'est-ce que ça sent le vin, c'est alcoolisé, et ça sent le raisin. Pour aller plus loin, ça se passe dans la tête. Pour compléter la réponse de Charles, qui était déjà très complète, qui montre qu'on on se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Ça, c'est important. Et parmi les sens qui sont activés par l'effervescence, il y en a un qui désensibilise plus vite que les autres, c'est celui-là. Si tu prends un bon shoot de moutarde avant une dégustation, avant ou après, tu verras que ta perception de l'irritation qu'il peut y avoir, qui t'empêche de prendre ce champagne à grosses goulées, sinon ça pique trop. Cet événement-là peut se désensibiliser assez rapidement. Et qui sentent moins ça. Alors, pour être exact avec toi, donc, les épices, ce qu'on appelle le piment par exemple, c'est pas la même chose que ça. Ça serait plutôt poivre ou moutarde, si je devais chercher un élément, un ingrédient de notre gastronomie qui active ce truc-là. Donc attention, pas prendre trop de poivre, pas prendre trop de moutarde, parce que vous allez abîmer en tout cas votre lecture. Et c'est la même chose quand on fait une dégustation de 30 vins par exemple. Le premier vin va avoir une piqûre, une acidité et surtout un côté irritant assez fort. Et puis dans le dernier vin, on a l'impression qu'il y a moins de pression, il y a moins de gaz. Non, c'est parce que votre capteur du trigeminal, là, c'est un peu désensibilisé. On l'a un petit peu grillé. Ouais. Alors moi on a aussi la chance d'avoir deux vins ici, dont vous avez pu apprécier la forme des bulles. Au niveau du nez, je pense que le verre numéro de gauche, vous avez pu voir aussi, je parlais de cette irritation nasale, ce côté un peu petite piqûre nasale. Là, les bulles commencent à partir, mais au début de la dégustation, on sentait bien que ce verre-là était un peu plus intense que l'autre. Il y a un petit exercice que j'aimerais faire. Ici, on va tout doucement switcher, changer de focus et regarder aussi l'aspect aromatique de ces deux vins qui sont absolument fascinants. Je pense que c'est là aussi qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Vous allez prendre chacun des deux verres, peut-être commencer par le plus âgé par exemple, et vous allez essayer de sentir ces deux verres avec chacune de vos deux narines. Vous avez deux narines, essayez de sentir avec la narine de droite et la narine de gauche. Et vous allez chacun essayer d'identifier laquelle des deux narines ressent plus l'intensité aromatique de ce verre numéro 2. Vous faites la même chose ensuite avec le verre numéro 1. Et vous allez me dire lequel des deux narines sent mieux le verre numéro 1. Alors, sans mettre son doigt sur sa narine, il faut laisser ses narines respecter leur mécanique des fluides, en fait, parce que vos deux narines ont des flux différents. Et vous allez remarquer que vos deux narines ne sentent pas la même chose, déjà, et qu'il y a une narine qui va mieux sentir le vin âgé, et une autre narine qui sent mieux le vin jeune. Et si je dois être encore plus précis, celle qui est peut-être la plus ouverte, qui sent mieux le vin jeune, sent mieux l'aspect floral, fruité, frais, alors que l'autre narine ressent beaucoup plus les notes d'évolution, les notes de cire, les notes, j'ai envie de dire presque de sous-bois, les notes presque un petit peu animales. Est-ce que vous sentez ces différences ? Est-ce que vous voyez le clivage ? En fait, ce que je vais vous dire là, c'est que votre nez sent toujours en stéréo, comme vos deux yeux voient en stéréo. On ne le sait pas suffisamment et échantillonne le monde olfactif de manière un petit peu différente. Et il y a une narine qui est souvent celle qui est un peu fermée. Quand je dis qu'une narine est fermée, faites l'exercice, vous prenez votre doigt, vous soufflez dessus avec le nez, vous verrez qu'il y a un flux d'air qui est plus fort d'un côté que de l'autre. C'est comme ça que vous allez repérer votre narine ouverte de votre narine fermée. La narine ouverte va être plus disposée à sentir des arômes qui sont
avec une évaporation très rapide, plutôt une note florale, fruitée. Et la narine qui est fermée, elle, a tendance à amplifier plutôt les notes boisées, épicées, notes de vin de réserve, par exemple. C'est pas la même chose pour chacun de nous. Alors, tous les 2 à 5 heures, la narine qui est ouverte va se fermer et la narine qui est fermée va s'ouvrir. Donc, refaites l'exercice dans 5 heures et vous verrez que votre narine qui était bien ouverte, c'est plus la même. Mais gardez cette idée, on sent en stéréo, et là sur ces 2 vins, c'est absolument flagrant. Il y a 2 styles de vins très opposés. C'est comme si on goûtait un vin de réserve d'un un vin de l'année. Pourquoi les narines alternes? Alors pourquoi les narines alternes? Ça, on n'a pas de réponse. On ne sait pas la fonction de ce phénomène-là. Est-ce que c'est pour un équilibre immunologique de notre muqueuse? Est-ce que c'est pour évacuer plus facilement le mucus ou pas? On ne sait pas encore la fonction de ça. Mais ce qu'on sait, c'est que ça a une vraie valeur pour nous, parce qu'on peut lire les choses pas de la même manière. Je le découvre. Alors, on va commencer à vous servir la deuxième paire de vins pendant que vous testez vos narines. C'est important de se calibrer, justement, parce que l'exercice suivant va être un exercice justement basé plus sur l'aromatique. Et sur l'aromatique, j'aimerais faire un coup de projecteur sur des travaux absolument passionnants qui ont été réalisés par le chercheur de Reims, Gérard Liger-Belair. C'est un chercheur qui se fascine sur la bulle et qui a, à travers des collaborations avec plusieurs chercheurs en vidéomicroscopie et autres, a pu caractériser pas mal de phénomènes à l'origine du plaisir qu'on a de l'effervescence. Et un des phénomènes absolument fascinants qu'il a pu montrer, c'est que chaque fois qu'on filme et qu'on fait des prises de vue assez longues de la surface d'une boisson pétillante, il y a en fait plein de petites particules qui partent dans l'air et qui sont d'autant de petites gouttes de champagne qui vont potentiellement atteindre votre narine si vous avez votre nez au-dessus. Ça, on le voit encore mieux avec une autre technique d'imagerie où on voit que ces particules ici qui sont peut-être très grosses, les plus petites, on ne les voit finalement pas avec la caméra. Là, on peut voir les plus petites grâce à une imagerie par contraste. Le vin de champagne, le vin effervescent, projette dans l'air, brumise tout le temps plein de petites particules. Et si on regarde ça à l'échelle d'une goutte, d'une bulle d'air, dès qu'il y a une bulle d'air qui arrive à la surface du ménisque au air, cette bulle d'air très rapidement va fusionner et va entrer en contact avec la surface et va fusionner avec elle. Et à chaque fois qu'il y a une fusion, il y a une propulsion de 1, 2, 3, 4 gouttes en l'air directement. Donc c'est ce que Gérard appelle l'effet brumisateur. L'effervescence est un magnifique système pour pulvériser dans l'air et décupler l'aromatique d'un vin. Alors ça nous parle. On en a parlé un petit peu. Les arômes, il faut pouvoir réussir à les classer un petit peu. C'est intéressant d'aller regarder ce que font les parfumeurs là-dessus. Les parfumeurs, ils aiment bien classer les odeurs en notes de tête, notes de cœur, notes de fond, qui en fait, si on se penche un peu là-dedans, nous parlent un petit peu indirectement de la vitesse d'évaporation de ces notes. Des notes de tête, c'est des notes qui vont s'évaporer très rapidement. On retrouve ici beaucoup de notes d'agrumes, par exemple. Les notes de cœur, c'est des notes qui ont des évaporations plus progressives. Et puis les notes de fond, c'est ce qui reste. C'est ce qui va rester de votre parfum sur votre peau à la fin de la journée, à la fin de plusieurs jours. Et c'est là qu'on retrouve tout ce qui est notes d'épices, de bois, les notes musquées animales et les notes vanillées. Et j'aime bien montrer ça en particulier aux champenois, parce que les champenois, ils ont ce travail de mélanger des vins de l'année, qui sont prêts sur le fruit par exemple, avec des vins de réserve, qui sont pour moi typiquement des vins où on a des notes d'évolution, des notes de cire, des notes de torréfaction parfois, des notes d'épices, en plus on utilise l'élevage bois aussi dans la maison, donc tout ça participe à parler du vin, et prenez le temps de sentir un vin, car chacune de ces différents types de notes va se développer dans le temps de manière différente. Et les notes qui sont les notes de vin de réserve, les notes d'évolution, c'est plutôt en fin de nez qu'on vous allez le sentir, c'est plutôt en rétronasal d'ailleurs que vous allez l'avoir, parce que c'est quelque chose qui va être amplifié en bouche dès qu'on va chauffer le vin, dès qu'on va le mélanger avec notre salive. Donc c'est normal qu'on peut avoir des perceptions orthonasales par le nez ou rétronasales en bouche qui peuvent être différentes parce qu'on va amplifier différents types de caractères. Si en plus vous utilisez vos 2 narines, parce que maintenant vous savez utiliser votre organe, vous êtes capable d'amplifier plutôt ça ou plutôt ça aussi, sans le sentir. Et ça nous montre aussi que l'art de la construction d'un vin de champagne, c'est un art compliqué parce qu'on va travailler sur des différents profils d'acidité, sur l'effervescence, sur le dosage, sur différents types d'arômes. C'est vraiment un art de la construction. Il y a un savoir-faire. C'est pas juste je prends quelques couleurs que je mélange comme ça sur un tableau. Non, c'est vraiment un travail compliqué. Et pour montrer un petit peu aussi sur des éléments qui nous ramènent dans la vigne, qui nous ramènent au terroir, qui nous ramènent au cépage, on a la chance
de goûter aujourd'hui 2 vins de 2 cépages différents. 100% chardonnay, blanc de blanc, 100% pinot noir, blanc de noir. Du même millésime. Et l'exercice qu'on va faire, on va essayer justement d'utiliser nos capteurs olfactifs pour voir si on sent une différence. On va essayer de la retranscrire avec des mots. Et puis peut-être dans un second temps, on ira de retour en bouche pour voir un peu si ces 2 cépages s'expriment différemment à travers des dimensions de bouche différentes. Voilà, donc je vais simplement expliquer ce que sont ces 2 vins. Donc ce sont tous les 2 des millésimes 2009. Les dates de dégorgement, j'espère qu'elles sont à peu près concomitantes. Sur le blanc de blanc, c'est marqué derrière, s'il vous plaît. Voilà, donc le blanc de blanc était dégorgé un petit peu avant. Il a été dégorgé en octobre 2019 et dosé en extra brut à 4,5 grammes, alors que le blanc de noir, lui, a été dégorgé en février 2017 et dosé également à 4,5 grammes. Donc il y a une petite différence de moment de dégorgement, d'année de dégorgement. Et tous les 2 sont du millésime 2009, du même millésime qui est plutôt un millésime solaire en Champagne, un millésime expressif. Ça devrait nous aider à caractériser des différences. Donc là, le blanc de blanc est un pur chardonnay, élaboré uniquement à partir de premiers crus et de grands crus. Donc plutôt des origines de la Côte des Blancs, un petit peu de nos propres vignobles à Mareuil-sur-Ailly dans le Clos des Goisses et à Avenay, et un petit peu de blanc de la montagne de Reims à Trépaille. Dans le cas du blanc de noir, ou plutôt du réserve millésimé à l'époque, parce qu'il y avait un petit peu de chardonnay, on a les origines... non, pardon, je vous dis une bêtise, on est déjà en blanc de noir. On est en blanc de noir pur pinot noir, excusez-moi. C'est d'ailleurs le sens de l'exercice qu'on veut faire aujourd'hui. On a des pinots noirs qui sont de nos propres vignobles pour tout ce qui est sud de la montagne de Reims, qui est la majorité de l'assemblage, avec Ailly, Mareuil-sur-Ailly, qui est la plus forte proportion dans l'assemblage, et Avenay. Et puis une grosse minorité, environ 40%, de pinot noir en grand cru du nord de la montagne de Reims, Mailly, Verzenay, Sillery. On se rappelle un peu de 2009, il faisait Voilà, chaud. Donc 2009, millésime assez beau en Champagne, assez solaire. C'est un millésime qui est à la fois solaire sans avoir de surmaturité. Un millésime solaire et comment dire, dans lequel les raisins avaient gardé une belle turgescence, une belle fraîcheur de fruits. On pourrait le comparer à d'autres millésimes chauds qui, eux, au contraire, étaient un petit peu en maturité poussée, voire en surmaturité. L'exemple typique de la surmaturité en Champagne, c'est 2000. 2000 était un millésime où on avait les débuts d'évaporation des raisins et qui a donné des caractères plus lourds, à la fois plus lourds et plus réduits dans les stades initiaux. En 2009, au contraire, on garde en général une belle intensité et une belle fraîcheur en même temps. Donc c'est un beau millésime mûr pour la Champagne. Voilà, en termes d'effervescence, si on revient un peu en arrière, on ne devrait pas avoir une très grande différence. On a des âges qui sont similaires et le temps après le dégorgement n'a pas eu l'occasion encore de provoquer cette différence. En revanche, en termes de perception aromatique, il est possible que le vin qui a été dégorgé un petit peu plus anciennement ait évolué un tout petit peu plus ou ait perdu un petit peu plus les caractères de lie fine, de réduction qu'on a dans les vins récemment dégorgés, surtout dans les vins millésimés qui ont déjà vieilli un certain temps en cave avec la levure. Mais tous les 2 ont déjà dépassé le temps qu'il leur faut pour s'équilibrer. Moi, j'estime que pour qu'un vin retrouve un équilibre tel qu'on l'avait imaginé après son dégorgement, et donc il perde les caractères de réduction excessifs, c'est environ 2 ans. 2 ans après le dégorgement. Et sur ces 2 cuvées, tu travailles avec un élevage un petit peu particulier? Alors oui, par rapport aux vins précédents, notamment au premier, qui était non millésimé, qui contenait des vins de réserve. Ici, nous n'avons pas de vin de réserve. La complexité qu'on a grâce aux vins de réserve que chez Philippona, on élève sous bois, on l'a dans les vins millésimés par une fermentation sous bois. Et surtout,
par un vieillissement prolongé en cave, par un vieillissement prolongé en contact avec les levures, avec les lits, en cave avant le dégorgement. C'est surtout ça qui fait la différence, indépendamment bien sûr de la qualité des vins de base, de la qualité des vignobles et des raisins qu'on a utilisés pour les élaborer. Chez Filipona, tous les vins millésimés sont élaborés exclusivement à partir de premiers crus et de grands crus, alors que les vins non millésimés vont pouvoir inclure aussi, et en minorité d'ailleurs, vont pouvoir inclure des vins provenant de terroirs qui ne sont pas grands crus ou premiers crus. Par exemple, des chardonnays de la région de Cézanne ou des pinots noirs, des rissets dans l'Aube. La grande différence, ou la différence qui peut exister entre ces différents terroirs, c'est que quand on est dans la zone historique de la Champagne, dans les 5000 hectares de premiers crus et de grands crus, on est en général sur la craie, avec des expressions très minérales, alors que quand on sort de cette région, on a des terroirs un peu plus mixtes, dans lesquels on va trouver parfois des tufs, parfois des terrains un peu plus argileux, parfois des sables, parfois aussi de la craie, mais de manière moins généralisée. Alors, vous avez commencé à apprécier la différence de ces deux vins, qui sont, tu l'as dit, avec le millésime, du point de vue aromatique, on a essayé de choisir un millésime qui permette encore plus de les séparer. Du coup, dans leur expression génétique, on a envie de dire, ils sont dans une divergence qui est très pédagogique. Et vous l'avez compris, on goûte des vins qui ont à peu près la même couleur, peu de choses près, et pourtant qui sont issus d'un cépage blanc ou d'un cépage noir, d'un cépage rouge. Alors, on disait un petit peu avec Charles, on sait que la vision guide beaucoup de nos décisions. Le packaging en est un exemple flagrant. Et ce n'est pas un hasard si le packaging de ces deux bouteilles est aussi divergent, aussi binaire, aussi blanc ou noir. L'idée, c'est aussi de transmettre un message. Et souvent, on a tendance à se dire, mais attends, mais le packaging va m'influencer, la couleur peut m'influencer. On sait que si j'avais mis un peu de couleur, un petit colorant rouge un petit peu dans un de ces deux vins, j'aurais pu amplifier certains caractères. Et on se dit qu'en essayant de déguster le plus objectivement possible, on se met à l'abri de ces influences qui peuvent être parasites. Sauf que là, dans cet exercice-là, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est de faire l'exercice inverse, c'est d'imaginer, et vous voyez, on a le vin de droite, en particulier le pinot noir. Vous allez fermer les yeux et essayer d'imaginer que vous avez en face de vous un rosé, par exemple. Et en imaginant que vous avez un vin rosé dans le verre, tout en fermant les yeux, vous allez le regoûter. Et vous allez, si vous voulez, mentalement essayer d'imaginer que vous goûtiez un vin qui était rouge ou rosé. Et le simple fait de faire ça et de travailler par son imagination, c'est pur travail imaginatoire, on se met dans une disposition qui nous permet d'amplifier des éléments aromatiques qu'on trouve typiquement dans le pinot noir, en particulier des arômes de fruits rouges très légers, la petite groseille, des éléments comme ça. En imaginant que vous avez un vin rouge devant vous, ou un vin rosé, vous allez amplifier mentalement des choses qui sont présentes dans le vin. On ne fait pas un tour de passe-passe, là. On est en train, dans notre tête, d'amplifier des curseurs, parce qu'on sait que c'est du pinot noir, parce qu'on imagine que c'est rouge, on goûte, et notre cerveau va du coup plus se concentrer sur quelque chose qui évoque l'objet rouge, et va mieux amplifier, si vous voulez, les éléments qui sont subtils, très subtils. Ces fruits rouges, on n'a pas de la confiture, là, on n'a rien à voir, mais on les amplifie mentalement. Cet exercice mental que j'invite à faire, vous pouvez le faire sur n'importe quel vin. Regardez comment le vin change par l'influence que vous créez mentalement sur le vin. Et parfois, ça vous aide à mieux discriminer ces deux vins. Si ces deux vins, vous imaginez des choses différentes, vous verrez que vous arrivez à mieux amplifier certaines caractéristiques. Alors, on aurait pu le goûter en verre noir. Techniquement, c'était un peu compliqué. L'idéal, c'est de le faire en verre noir, mais l'idéal, encore mieux, c'est de fermer les yeux, tout simplement. Ça, vous fermez les yeux, tout le monde est capable de le faire, il n'y a pas besoin de s'équiper pour ça. Mais regardez le pouvoir mental que vous avez avec la vision, qui peut vous aider parfois à accélérer l'accès à certains descripteurs aromatiques et certaines dimensions aromatiques. Et je vous en prie, allez-y. Pardon, on ressent des tanins, je trouve. Alors les tanins, c'est une autre dimension. Non, mais vous avez raison, on passe en bouche maintenant. On les ressent mieux Tout à fait. que évidemment, en chardonnay. Dans les pinots noirs. Ça, c'est probablement dû à la nature du cépage, pour le coup. Oui, là, on a... bien sûr. Non, vous avez raison, on confirme en bouche ce qu'on avait déjà entrepris d'imaginer un petit peu.
et qu'on avait commencé à aiguiller. Et la tannin, la mâche tannique de ce vin blanc de noir nous invite aussi à imaginer des accords mévins qui ne sont pas les mêmes. Chacun des 2 verres que vous avez ici, vous allez pas forcément les mettre au même instant de repas, voire même des mêmes instants de table. Mais dans la vinification, il n'y a pas plus de vin fermenté sous bois dans le blanc de blanc que dans le blanc de noir. Donc ce n'est pas l'élevage sous bois qui joue, c'est la nature du cépage et puis un certain équilibre. Quand on vinifie des pinots noirs sous bois, on a tendance à plutôt développer des arômes fumés, grillés, donc des choses qui sont plus associées au bois chauffé, au bois brûlé, mentalement. Alors que dans le chardonnay, on a tendance à plutôt développer des arômes de type vanille, plutôt des arômes du bois lui-même avant sa chauffe. Parce que je pense que dans l'équilibre aromatique, ce sont des arômes qui s'associent mieux entre eux. Donc je pense que notre outil intellectuel, notre cerveau, a tendance à les associer. Il y avait une question au bout de la salle là-bas. On vous écoute. Personne ici ressent la même chose dans sa dégustation. On a des mouvements. Est-ce que vous pourriez vous prêter au jeu, vous, de ce que vous ressentez en goûtant les 2 champagnes? Alors, je sais que ce n'est pas trop l'objet, mais... Non, c'est triste parce qu'en fait, on n'a plus de vin. On s'est dévoué pour vous. Moi, j'ai un peu de chardonnay et j'ai pas de pinot noir. Donc, je déguste à l'aveugle total. Ah, j'ai une âme honorable qui m'aide. Dans le chardonnay, on n'est pas ici on est sur un millésime chaud, comme je disais, donc on n'a pas trop d'arômes de type floral ou alors des fleurs un petit peu grasses. On a plutôt des arômes fruités, mûrs, donc un petit peu pêche blanche. Donc c'est plutôt des arômes qui sont, si on reprend ce qu'on disait tout à l'heure, des arômes de cœur. Et puis ensuite, en fin de bouche, on a des choses un petit peu plus riches qui sont, comme je disais à l'instant, plutôt sur la vanille. Et moi, je compléterai le discours sur la structure, parce que monsieur l'a bien insisté, la structure de ces 2 vins n'est pas du tout la même, la structure tannique. Le blanc de noir a cette structure, cette masse, ce volume de bouche, et quelque part cette longueur dans la structure qui nous appelle à aller chercher quasiment de la viande, quasiment des viandes blanches, quasiment des objets comme ça, un peu crémés, parce qu'on sent que les tanins qu'il y a dans ce verre de droite est capable d'aller chercher ça. Et cette structure-là, à l'aveugle, si je n'avais pas de nez, si j'étais anosmique parce que j'avais le Covid par exemple, on aurait pu imaginer un rouge ou un rosé bien serré. Alors que sur l'autre, on a en bouche, je ne parle pas de l'aromatique, on l'a très bien décrit, quelque chose qui est beaucoup plus fluide, qui est dans l'élégance de cette caresse, de cette fluidité, viscosité qui est très élégante. Donc, moi, c'est en bouche que j'arrive à confirmer peut-être ce que j'avais entrevu au nez. Là, en bouche, moi, c'est 2 vins que je mets à 2 moments différents. Un vin beaucoup plus apéritif sur le chardonnay qui est là pour un accueil bienveillant, alors que le deuxième vin, là, on est vraiment sur un instant de table, un vin de gastronomie qui, avec le temps, va être vraiment sublime, quoi. Merci. Oui, on va avoir... là, on est aromatiquement sur des choses qui sont assez fruitées. Hein. On a encore du petit fruit rouge, des choses qui évoluent vers un grain de mûr, et puis en finale, le début des arômes de vieillissement du pinot noir sur la levure, c'est-à-dire quelque chose qui est plus sur le grillé, toasté. Ça commence, là, c'est le début du développement de ces arômes tertiaires. J'étais un peu surprise par le blanc de blanc, parce que c'est vrai que 2009, c'était un millésime qui était très solaire. Et au nez, on a un côté déjà un peu crémeux, de fruits très mûrs. Et en bouche, alors par contre, il y a une très très belle accroche, c'est très traçant, il y a des agrumes. Et ça, c'est une belle surprise quand même, parce que je m'attendais à un vin un petit peu plus rond, un petit peu plus lourd. Et en fait, on a bien les caractéristiques du chardonnay. Ça, je pense que c'est lié à nos options de vinification. C'est-à-dire qu'on ne recherche pas à faire les vins délibérément les plus puissants possibles. On essaye de garder un équilibre qui reste frais, qui reste très champagne classique. Et on va chercher l'intensité dans la qualité aromatique, donc vraiment dans les raisins, pas dans le travail de vinification. Notre travail de vinification, il est peu oxydatif, il est équilibré. On essaye d'avoir des vins qui sont sur la crête entre l'oxydation et la réduction.
et de pas les faire trop lourds, de ne pas anticiper leur évolution oxydative. On travaille ça aussi avec des options équilibrées. C'est-à-dire qu'on vinifie une partie des vins sous bois, mais on vinifie aussi une partie des vins en cuve inox, de manière à pouvoir assembler les deux. On a des matières premières qui sont plutôt très mûres, parce qu'on recherche la plus grande maturité possible dans les raisins, en évitant quand même d'aller vers la surmaturité. On essaye d'avoir les raisins au sommet de la maturité physiologique. Ce que j'appelle sommet de la maturité physiologique, c'est le moment où les raisins cessent de concentrer du sucre par végétation et commencent à concentrer par évaporation de l'eau qu'ils contiennent. Donc on essaye d'avoir cette intensité. Cette intensité nous amène à gagner de la maturité, à perdre de l'acidité, en même temps qu'on gagne du sucre. Et on compense ça en fermentation en ne faisant pas sur tous les éléments les fermentations malolactiques. Donc en conservant de l'acide malique qui provoque une sensation plus acide que l'acide lactique, dans lequel l'acide malique peut avoir été transformé par une fermentation bactérienne. De la même façon, quand on vinifie sous bois, ça rejoint ce que disait Gabriel tout à l'heure, on augmente l'impression d'acidité. Parce que quand vous avez des tanins, et que vous combinez des tanins avec de l'acide, les deux se renforcent. Les deux sont des sensations un petit peu agressives qui se renforcent. Alors, il ne faut pas aller trop loin, d'ailleurs, dans ce jeu-là, parce que ça peut être désagréable. Ça peut notamment renforcer trop l'impression tannique. Si le vin est tannique et très acide, ça va vous donner une impression de manque de maturité, d'agressivité verte, désagréable. Mais en jouant ça d'une manière équilibrée, j'allais dire subtile, mais nous ne sommes pas là, nous essayons juste de faire des choses équilibrées. On obtient des équilibres qui permettent de faire des vins qui restent frais, même dans des millésimes très chauds. On a la chance d'être le propriétaire du Clos d'Aigouas, qui est probablement le vignoble le plus chaud de toute la Champagne, et qui, malgré ça, a la réputation de faire des vins qui vieillissent très longtemps et qui restent très tendus. Dans la salle de dégustation là-bas, on a un 2007 que tout à l'heure je voulais faire goûter à la fin de la dégustation. Finalement, je l'ai remis en premier parce que c'est le plus tendu des 3 vins qu'on présente aujourd'hui. Et c'est tous les 3 des vins plutôt mûrs. Alors pourquoi ? C'est lié à la façon dont on le vinifie et puis au fait que c'est sur la craie pure et que ça apporte cette sensation minérale. Alors qu'analytiquement, ça n'est pas vrai. Analytiquement, c'est le vin le moins acide. Nous, on a des analyses qui reviennent du laboratoire tous les ans, où le labo nous dit cet échantillon correspond à des tailles, à des deuxièmes presses en Champagne, des deuxièmes presses qui sont toujours moins acides. Pourquoi ? C'est parce que c'est très mûr, tout simplement. Mais malgré sa maturité, ça fait des vins qui tiennent très bien. Voilà, c'est le mystère de l'équilibre des vins. Ou plutôt, c'est la surprise de l'équilibre des vins qu'on apprend au fil du temps. C'est-à-dire cette qualité-là, à force de la déguster, on a fini par l'intégrer, par l'apprendre, et on a développé des options de vinification qui nous permettent de l'apprivoiser et d'essayer de faire le mieux possible en développant le meilleur équilibre possible. Bon, merci beaucoup, Charles. Tout à l'heure, Gabriel avait cité certains descriptifs que je reprendrai. Ouais. Donc là, on est un peu sur le miel, la cire. Le côté patiné, vous voyez, du meuble, quasiment caustique. Mais là, on va réciter des arômes comme ça va... Il n'y a que vous qui pouvez sentir les arômes que vous avez sentis dans ce verre. Je ne peux pas le faire à votre place. On peut vous aider. Il y a des notes... Bon, alors, je vous donne, mais c'est un peu subjectif, et je ne mettrai pas ma main à couper que vous sentez la même chose que moi, surtout pas. Moi, j'ai des notes, des premières notes, les notes au nez, les premières notes en bouche, qui sont plutôt des notes florales, végétales, un petit peu aldéhydes, si on suit ce qu'on voyait dans la description de parfumeur des arômes. Donc quelque chose qui ressemble à certains parfums orientaux, un peu ylang, des choses comme ça.
Et puis ensuite, on a ce qu'on vient de dire à l'instant, qui est ce qui domine dès qu'on a le vin en bouche. C'est des arômes qui s'approchent du miel assez riche, hein, du miel d'automne, du miel de châtaigne. Il y a des fruits secs aussi, vous voyez. Et puis de la cire, et puis oui, également des fruits secs. On glisse sur des amandes légèrement torréfiées, des choses qui vont dans ce registre-là. Donc c'est un champagne qui va aller, si on choisir un moment de dégustation, un plat de dégustation, sur un registre assez automnal d'un dessert, par exemple, qui irait sur presque du marron glacé, de la châtaigne, des idées comme ça. Il faut aller chercher ce type de registre-là. Sarrasin grillé, par exemple, ça irait très bien, ce truc-là. Et puis il y a toujours la fraîcheur qui provient ici, il y a beaucoup moins de l'effervescence, surtout maintenant après depuis qu'il a été servi, qui provient de l'acidité naturelle du vin, tout simplement. Qui même sans l'effervescence laisse une impression très fluide, très propre en fin de bouche. Et pour se rendre compte, peut-être faudrait, Charles, il ne pourra pas en parler des heures, mais déguster ces vieux vins, c'est un exercice qui est fatigant dans le sens physique, parce que c'est des arômes qui restent très longtemps en bouche, qui collent presque. Et quand on doit goûter, je ne sais pas combien de vins de réserve tu dois goûter, plusieurs Solera, c'est un exercice où, dans un comité de dégustation, on n'en prend pas trop, parce qu'on sait qu'on sature très vite. Ce qui n'est pas le cas des vins jeunes ou des vins clairs, où là on peut en goûter 30, 40, 50 peut-être, en fonction des expertises de chacun. Mais les vins de réserve, c'est un exercice difficile, parce que ça reste longtemps en bouche. Quand je dis que ça colle, il y a de la persistance, c'est ça que je veux dire. Alors chez nous, chez Philippona, pour éviter ça, on réassemble, c'est l'idée même de la Solera ou de la réserve perpétuelle, Ah oui, c'est vrai. on réassemble tous les ans tous les vins de réserve. Donc, tous les ans, les vins de réserve de l'année précédente sont réassemblés avec des vins nouveaux, de manière à continuer cette rotation et en faisant cette rotation à rafraîchir les vins de réserve avec une proportion de vins nouveaux. Bon, très bien. On vous remercie. Une sorte de préassemblage. On a un préassemblage.